Merci, Président. Merci aussi, Monsieur le Président du Conseil régional de cette grande région Nouvelle-Aquitaine, Sylvie Le Calvez, journaliste, directrice du magazine Village, installée dans l'Orne, fort loin là-bas, en Normandie, dans la grande Normandie maintenant, et animatrice de toutes ces séances plénières aujourd'hui, demain, et puis vous avez aussi plein de temps en atelier. Alors j'ai pas mal de petites informations pratiques. Vous me laissez le micro avec presque une demi-heure de retard. Vous imaginez pour l'animatrice, c'est compliqué quoi. On va essayer de rattraper, mais peut-être pas tout. Voilà, pour des gens qui n'aiment pas le verbe, voilà, on a pris un peu de retard aussi au démarrage parce qu'il y avait l'arrivée du tram et puis beaucoup d'inscriptions. Vous veniez tous de loin. Alors quelques infos pratiques. Je mets mes lunettes, les années passent. Alors, à 16h, vous irez en atelier. Au début, on avait pris une petite pause, vous l'avez faite avant, vous avez eu le café, vous avez vu des stands. Donc, directement à 16h au plus tard, direction les ateliers. Si vous êtes perdu, sur vos badges, vous avez toutes les informations pour savoir où vous devez aller, où vous dirigez. C'est super bien fait, c'est pratique, vous n'allez pas vous perdre. Donc, à partir de 16h, vous serez en atelier. Il y a, vous l'avez vu pour certains, quand vous êtes arrivé un peu tôt, des stands de l'autre côté avec un espace projet. Alors ça, c'est la NPP qui a fait ça très bien sur le terme de projet, P comme partenaire, R comme ressources, O comme on contribue, J comme juridique, E comme Europe, T comme terroir et S comme savoir. Ça veut dire qu'il y a des lieux où vous pouvez acheter des petites choses à grignoter, par exemple, pour emmener chez vous dans vos contrées. Et puis, il y a aussi des espaces ressources avec tous les documents utiles et des documents qui sont souvent liés aux thématiques, soit des ateliers, soit des séances plénières. Il y a 2 appels à projets coopération qui sont lancés, peut-être plus, mais au moins 2 dont j'ai connaissance. Un autour des territoires du néolithique. Ah oui, ça fait rêver. Et l'autre, plus encore, c'est la route de D'Artagnan. Vous avez vu, on est en plein imaginaire. Alors sur les autres espaces, vous allez trouver les stands de l'UGAP, l'UGAP qui sera présent sur une des tables rondes, la SOR, la Caisse des dépôts et consignations, la Fondation de France, le Cybercercle, les centres Europe Direct, et puis bien sûr le guide du routard. Alors on citait tout à l'heure Philippe Glohagen qui est présent, le directeur ici dans cette salle, je ne sais pas où il est, mais pas très loin. Il fera peut-être un petit signe. Moi, je vous vois moins bien que vous ne me voyez. Et en tout cas, il y a un petit... Tout là-haut, d'accord. Et en tout cas, il y a un petit cadeau pour tous ceux qui passent sur le stand du guide du routard. Même moi, je ne sais pas ce que c'est, alors ne me demandez pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à passer, à vous renseigner. Il y aura aussi un petit atelier rapide d'un quart d'heure demain midi, mais je vous en reparlerai. Et bien sûr, vous avez la présence, et vous êtes habitués maintenant, pour la plupart d'entre vous, de la librairie des territoires. Il y a aussi 2 caméras, donc vous êtes filmés, les débats sont filmés. Quand vous prenez la parole, n'hésitez pas à vous présenter et il y aura tous les éléments d'ici une dizaine de jours environ sur le site internet de la NPP. Pour participer, il y a 2 micros qui sont ici à disposition, qui vont circuler dans la mesure du possible et du temps disponible. Donc ça va forcément être court, bref, merci d'être concis. Puis il y a aussi la possibilité, parce qu'ici c'est très moderne, de participer par SMS. Vous avez vu tout à l'heure, voilà, regardez, ça s'affiche en même temps, c'est formidable. Le 06 25 51 55 36, si vous voulez réagir, poser des questions. On ne pourra pas tous les prendre, c'est évident, mais au moins elles seront consignées. Si vous avez des remarques, à les envoyer et elles s'afficheront à la fois ici de temps en temps et puis ici sur les écrans qui sont en face de moi, donc je pourrai de temps en temps relayer certaines de vos questions. Voilà, aujourd'hui, une table ronde sur pôles territoriaux des partenaires institutionnels, où normalement on retrouve Alain Rousset. Je ne sais pas où il est parti, où monsieur Rousset. Il est sorti, parti temporairement, définitivement. Il est parti définitivement. On a eu sa vision quand même des pays. Monsieur le vice-président, si vous voulez venir nous rejoindre, vous n'hésitez pas. Voilà. Éric Kérouche, vice-président de la DCF, président de la communauté de communes Marennes-Adour côté sud. Bernard Keller, France Urbaine. Jean-Pierre Saunier, conseiller départemental du Cher et surtout membre du bureau de l'association Nouvelle Ruralité. C'est à ce titre qu'on vous fait venir. Ça va être la première table ronde sur les partenaires institutionnels des pays. Monsieur Rousset a largement entamé le débat pour nous dire la place qu'il y voyait, les leviers, la place de l'économie, de l'emploi, de la formation, évidemment, pour les pays. Bon, la parité, c'est pas ça. À l'origine, on avait Christine Bost pour les petites villes de France. En dernière minute, elle a eu un empêchement. Ça aurait fait une femme de plus sur cette tribune, mais ce sera pour plus tard, pour les ateliers, pour la prochaine fois, pour la prochaine table ronde. Merci en tout cas à tous les 4. Alors,
Je vais peut-être pas recommencer par la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on a largement entendu Monsieur Rousset tout de suite. Je reviendrai vers vous plutôt tout à l'heure pour cette première table ronde sur comment vous pouvez les uns les autres, comment vous voyez les pays. Pourquoi vous avez accepté cette invitation déjà, hein, quand même? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive? Comment vous voyez les pays? Quels sont les éléments forts de ces pays? Peut-être des limites aussi qu'il faudrait lever. Et puis, quid aussi des pays dans l'avenir et quelle place les pays dans l'innovation? Parce que l'innovation, c'est le thème central de ces 2 journées d'états généraux. Et donc, on ne va jamais quitter ces thématiques pendant ces 2 journées. Alors, tout d'abord, je vais m'adresser à vous, Monsieur Kerrouche. Hein, donc, vous êtes vice-président de la DCF, président d'une communauté de communes de 65 000 habitants, si j'ai bien noté le nom, qui s'appelle Marennes-Adour, côté sud. Pas forcément facile. Et vous faites partie d'un pays, le pays Adour-Landes-Océane. Je reprends mes notes aussi, hein, parce que ce sont des noms à chaque fois 4 mots. 120 000 habitants. Et vous êtes aussi conseiller régional hein, ici en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes aussi professeur à Sciences Po Bordeaux. Donc vous connaissez bien tous ces éléments sur le devenir des territoires, le devenir des pays et le devenir des pôles. Donc c'est à vous que je m'adresse en premier. Vous représentez ici les communautés de France. Est-ce que finalement les pays, ce n'est pas l'espace de préfiguration des futurs EPCI? Ou est-ce que pour vous, ça doit continuer d'être effectivement cet échelon de projet dont on parlait tout à l'heure, d'animation économique, comme le disait M. Rousset? Quelle position vous avez à la DCF concernant les pays? Comment vous les voyez? Et est-ce que c'est un espace effectivement d'ingénierie? On parlait d'emploi tout à l'heure. Comment vous voyez ça? Et qu'est-ce que vous dites à la DCF? D'abord, je veux vous remercier de votre invitation, Monsieur le Président. Il était assez normal que l'Assemblée des communautés de France soit représentée dans cette Assemblée. Tout simplement parce qu'il y a un rapport assez normal et assez fluide entre intercommunalité et pays, maintenant PETR. Tout au départ, les pays, qu'ils aient été d'abord Voinet, transformés Pasqua, ont toujours été vécus comme des structures souples de projets. Et à vrai dire, les débats qui ont pu avoir lieu ultérieurement sur la question du millefeuille, de la complexité qu'auraient amené potentiellement les pays n'étaient pas un vrai problème. Il s'avère que dans le temps, je pense que tout simplement les pays se sont, et ce qui leur a succédé, les PETR, se sont situés comme des nouveaux espaces de coopération institutionnalisés. Je m'explique. Il y a effectivement, avec la réforme, les différents SDCI qu'on connaît tous, les 2 moments de réforme sur les communautés de communes d'agglomération et les communautés urbaines, il y a eu des espaces de pays qui ont pu préfigurer les périmètres de ces nouvelles intercommunalités. Et là, en l'espèce, il est évident qu'il n'est pas forcément nécessaire que les 2 entités continuent à exister. Pour autant, sur des sujets transversaux, il s'avère que les bassins intercommunaux, quand ils sont centralisés autour de 15-20 communes, ont toujours besoin d'interagir les uns avec les autres et qu'il faut une logique intracommunautaire. Et que sur des projets, qu'ils soient urbains, qu'ils soient en termes de tourisme, qu'ils soient en termes de plan énergie-climat, eh bien, ce lien intercommunautaire, il est fait justement par le biais des PETR qui continuent donc à être des structures adaptatives qui permettent justement de couvrir le territoire et des thématiques que ne peuvent pas couvrir des intercommunalités seules. Donc en gros, il est nécessaire justement que ces PETR continuent à subsister pour permettre un maillage différent du territoire. Et puis d'une certaine façon, alors que depuis en fait la réforme Raffarin de 2003, on essaye de supprimer des pays, d'une certaine façon, les dernières évolutions législatives, eh bien, ils ont fait renaître les pays sous la forme des PETR, parce que ceux qui n'ont pas survécu n'avaient pas prouvé leur utilité. Et il s'avère là qu'on a eu un
un mouvement de renaissance de ces structures, alors même que la loi pensait initialement à les éliminer. Donc, encore une fois, on est dans une structure de projet, une structure utile territorialement et qui peut préfigurer des coopérations intelligentes des territoires entre eux. Merci. Monsieur Bernard Keller est présent? Je ne vois pas arriver à la tribune. Non, il n'est pas arrivé. On n'a pas... Je vérifie parce que ce serait bien de me dire s'il arrive qu'on me prévienne. Merci beaucoup. Merci pour votre vision. Gardez le micro juste une seconde. Donc, si on veut parler concret, quelles missions sont plutôt destinées pour vous au pays? Vous rejoignez le point de vue qu'on a entendu tout de suite du président du conseil régional. C'est plutôt des missions autour de l'emploi, de l'ingénierie, ou est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques? Là, on a parlé beaucoup économie, beaucoup emploi, beaucoup formation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous parlez aussi thématiques, y compris à vos étudiants, puisque vous êtes prof à Sciences Po? Qu'est-ce que vous dites sur les missions des uns des autres? Alors, je vous ai donné quelques secteurs dans lesquels il y a ces possibilités d'intervention. Je pense que dans le cadre des... D'abord, la phase qui s'ouvre à partir de 2017 va être aussi une phase de redéfinition de la réflexion territoriale. Parce que l'élargissement des SCOT, l'élargissement des périmètres fait que, par exemple, c'est une perspective en matière de développement local. Les choix qu'on fait dans un SCOT, c'est des choix déterminants sur une échelle de 6 ans, certes, mais c'est des choix qui engagent un territoire dans le temps. Et donc, faire ces choix dans un cadre plus large, porté notamment par un PETR, ça peut apporter des choses. Après, il y a des spécialisations territoriales qui interviennent en fonction des PETR dans lesquels on se retrouve. Mais enfin, pour faire écho à ce que disait Alain Rousset tout à l'heure, il faut simplement que les structures territoriales servent à quelque chose et qu'elles puissent mobiliser et canaliser les initiatives locales. Et c'est surtout ça qu'il faut viser à faire dans le cadre d'actions des PETR. C'est que ça serve à quelque chose, que ça serve aux territoires et que ça serve à des territoires plus larges que ceux uniquement des intercommunalités, que ça ne serve pas à faire écran entre les intercommunalités, les départements et les régions, mais que ça soit des structures qui portent des projets en tant que tels qui fassent sens pour un territoire plus large que le territoire intercommunal. Merci. Je vous laisse passer la parole à M. Van der Broek de l'autre côté. Voilà, le vice-président de la région. On ne se connaît pas, mais vous remplacez au pied levé là, sur cette table ronde Monsieur Rousset. Quand même, quand on entend le discours de M. Rousset, on se dit, bon voilà, il y a une vraie place pour les pays, etc. Mais maintenant, on est dans une grande région. On n'est plus dans la région Aquitaine telle qu'elle était auparavant. Il y a quand même des vraies différences historiques dans la contractualisation entre les différentes ex-régions. Je pense par exemple au Poitou-Charentes, où ça ne se passait pas de la même façon. On passe de 27, si mes chiffres sont exacts, à 74 pays dans la région Nouvelle-Aquitaine. Comment ça se passe? Est-ce qu'il va y avoir une harmonisation? Comment vous en parlez? Et quid, parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau de dynamisme, ils ne sont pas tous dans la même... Ils n'étaient pas avec le même niveau de contractualisation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais je crois que vous avez d'abord raison de rappeler que l'on vit des moments qui sont des moments d'une intensité particulière. Pas seulement parce que les régions se sont regroupées, pas seulement parce que l'on est passé d'une grande région, l'Aquitaine, à une très grande région, la Nouvelle-Aquitaine. Mais dans le même temps, et j'insiste sur ce fait-là, que c'est une révolution administrative considérable. On n'avait jamais vu cela par le passé, un tel bouleversement administratif. Mais dans le même temps, l'État s'est réorganisé aussi. Dans les anciennes capitales régionales, l'État a changé, a modifié la place qu'il occupait. Dans le même temps, les intercommunalités ont bougé. Je répète un peu ce que j'ai dit ce matin devant quelques-uns d'entre vous, mais je crois que c'est un phénomène qu'il faut bien avoir en tête. Tout a changé et dans des proportions considérables. Un changement qui s'est produit, des changements qui sont produits en même temps et dont finalement, on n'est sans doute pas mesuré à quel point les conséquences seraient importantes. Alors, vous l'avez dit, on avait 74 contrats territoriaux sur l'ensemble des 3 régions. Le président Rousset, vous l'avez entendu tout à l'heure, souhaite beaucoup de pragmatisme, souhaite beaucoup d'efficacité, souhaite que le nombre de ces contrats diminue, souhaite que l'on passe de 74, au départ il disait à la moitié. Aujourd'hui, quand on prend en compte la réalité d'un territoire et quand on regarde concrètement comment les choses se passent, on voit bien que ça va sans doute plus que cela. Mais des contrats qui seront donc des contrats qui porteront sur des territoires souvent plus vastes
toujours plus vaste que les anciens, presque toujours plus vaste que les anciens territoires de contractualisation. Et cela veut dire qu'effectivement, si le rôle des pays n'est pas du tout nié, et certains pays continueront à contractualiser parce qu'ils ont une taille suffisante et une homogénéité suffisante, dans bien des cas, la contractualisation portera sur des territoires plus vastes. Nous sommes donc en train de réfléchir avec, d'ailleurs, les élus locaux, que je n'ai pas encore tous rencontrés, loin s'en faut, mais j'en ai déjà rencontré beaucoup sur leur territoire, de réfléchir à des périmètres de contractualisation qui seraient différents, qui seront différents dans la plupart des cas des périmètres actuels. Cela peut rassembler plusieurs intercommunalités. Ça peut reprendre le territoire d'un pays, tout simplement, quand il y a son homogénéité. Mais la réflexion qui est portée, et Éric Kerrouche l'a dit tout à l'heure, c'était éminemment important, c'est sur la notion de bassin de vie et sur la notion et sur les territoires que représentent aujourd'hui les SCOT. Pourquoi ? Parce que les SCOT ne couvrent pas tout le territoire, c'est vrai. Il y a des trous dans la raquette, comme on dit familièrement. Mais il n'empêche que quand un SCOT est élaboré sur un territoire, c'est sur un territoire qui a son homogénéité. C'est sur un territoire dans lequel on va étudier le développement économique, qui est la priorité de la région, dans lequel on va étudier la formation, qui est la seconde priorité, il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, qui est une deuxième priorité de la région, sur lequel on va étudier les implantations des équipements collectifs, comment ces équipements collectifs servent à irriguer l'ensemble d'un territoire, sur lesquels on va étudier les déplacements domicile-travail, bref, comment, sur un territoire, s'organise la vie de nos concitoyens et comment, sur un territoire, on peut répondre par de l'investissement, par de l'ingénierie, aux besoins qui sont les besoins des habitants. Donc, contrairement à ce qui a pu être dit à une certaine époque par des langues non autorisées d'ailleurs, les pays ne sont pas morts, loin s'en faut. Les pays ont joué un rôle considérable dans la réflexion qui a permis d'avoir précisément cette coopération territoriale. Mais les pays ne seront pas les seuls interlocuteurs demain, en tout cas pas tels qu'ils le sont aujourd'hui. Ils peuvent l'être, encore une fois, quand les territoires sont suffisamment grands et homogènes, mais dans bien des cas, donc on a une réflexion plus large à mener parce que les contrats territoriaux dont j'ai la charge, dont Alain Rousset m'a donné la charge, sont des contrats territoriaux qui porteront sur des territoires plus proches des bassins de vie en général que simplement des accords locaux qui ont pu prévaloir à la constitution de certains pays. Moi, j'étais président d'un pays aussi pendant quelques années. J'en connais à la fois les intérêts et les contraintes. Alors, je voudrais dire aussi que, reprenons ce qu'il a dit aussi, si je suis trop long, vous m'arrêtez. Hein. Oui, on va bientôt passer le micro. Oui. Monsieur Keller n'est pas arrivé. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans cette réflexion que nous menons, nous prenons en compte, Alain Rousset l'a dit, la fragilité des territoires. C'est-à-dire qu'actuellement, nous travaillons statistiquement sur les problèmes de démographie, sur les problèmes d'emploi, sur les problèmes de déprise ou de non-déprise économique, pour voir quels sont les territoires dans leur ensemble qui nécessitent un accompagnement plus fort que les autres. On accompagnera tous les territoires, mais les territoires en difficulté seront accompagnés davantage que les autres. C'est ce que disait effectivement M. Rousset, qu'il y aurait une différenciation et non pas une égalité de traitement pour aider ceux qui sont les plus défavorisés. Donc, si M. Keller n'est pas arrivé, M. Keller, pour France Urbaine a signé un pacte avec le Premier ministre pour qu'un contrat de coopération soit obligatoire, effectivement, entre des métropoles et puis des territoires ruraux. Donc, on va passer le micro à l'autre bout au président Raymond Vall, puisqu'il y a eu un contrat de signé entre la métropole toulousaine, si je ne m'abuse, dont devait nous parler M. Bernard Kella, et puis le pays des Portes de Gascogne, que vous connaissez bien, cher Raymond Vall, et donc vous allez pouvoir nous l'illustrer. Et je sais aussi que dans la salle, il y a d'autres territoires. Il y a par exemple le Centre-Ouest Bretagne qui est ici, je les ai vus ce midi, et qui a aussi signé un contrat de réciprocité, qui pourront aussi illustrer depuis la salle tout à l'heure, effectivement, comment ça se passe, parce que ça débute, c'est tout nouveau, et comment ça se passe là chez vous. Raymond Vall, peut-être un mot là-dessus, c'est important, on en a encore parlé tout à l'heure en introduction. Oui, mais écoutez, moi je n'ai pas la prétention de remplacer Bernard Keller, qui est vice-président de la métropole de Toulouse, et qui est en charge de l'économie. C'est un des acteurs, c'est le référent de la métropole pour ce genre de contrat. Alors très rapidement, dans la loi, il était prévu qu'un certain nombre de territoires français puissent conduire l'expérience de coopération entre une métropole et des territoires périphériques, adjacents ou pas,
mais qui est la caractéristique d'être des territoires périurbains ou urbains proches de cette métropole. Alors c'est vrai que pour l'instant, malheureusement, ce dispositif avance lentement. C'est quand même une négociation qui est très difficile, mais je crois qu'elle préfigure tout ce qui a été dit aujourd'hui, à savoir que le fait que nous ayons aujourd'hui 15 métropoles, et peut-être demain un plus grand nombre, inquiète les territoires périurbains et ruraux de voir se concentrer dans ces métropoles tout ce que nous avons besoin dans tous les territoires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement de subordination? Parce qu'un contrat de réciprocité, si c'est pour fournir, je ne sais pas quoi, du bois énergie, du foncier à pas cher, est-ce que ça, ce serait un bon contrat, par exemple? Donc, comment on fait pour que ce soit équilibré, ce dialogue? Mais d'abord, le contrat de réciprocité, il est placé sous, en quelque sorte, il y a un cadre donc, qui est défini par le ministère de l'aménagement du territoire. Il est élaboré avec la coopération des préfets de région et il répond à un certain nombre donc d'objectifs. Bien sûr, si c'est pour se subordonner à une métropole, vous avez raison. Mais je pense que le cadre de ce texte permet d'espérer qu'on va vers des échanges qui seront équilibrés. Vous avez un exemple à nous donner de ce qui pourrait être dans un contrat concrètement? Oui, par exemple, si je prends celui que je connais un petit peu, puisque nous en sommes à l'élaboration et que nous devons, en début d'année, le signer, le territoire du pays Porte de Gascogne, qui est dans le Gers, touche donc la Haute-Garonne, et donc est à 10 km du pôle aéronautique d'Airbus, et qui est le premier pôle européen. Nous avons reçu en l'espace de 10 années 9000 habitants qui travaillent essentiellement sur ce pôle. Comment fait-on pour discuter de cette gestion, de ces nouveaux arrivants, qui sont certes une richesse pour le territoire du pays Porte de Gascogne, mais qui ont des exigences qu'on est incapable de pouvoir satisfaire? Donc il faut évidemment ouvrir une discussion, parce que une métropole et un pôle européen, ça demande effectivement des recrutements, ça demande du foncier, ça demande de pouvoir en quelque sorte garder des personnels qui viennent de l'Europe entière. Et ces gens qui viennent d'autres pays ne peuvent plus se loger dans des conditions qu'ils estiment satisfaisantes pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent se loger sur les territoires périphériques. Donc la gestion de l'arrivée de nouvelles populations. La nécessité d'optimiser le foncier. Aujourd'hui, quand on passe de cadence de 2 ou 3 avions par mois, avec des carnets de commandes qui sont à plus de 10 ans, on monte ces cadences à 10 avions par mois, eh bien, tous les systèmes, par exemple, de logistique sont à revoir. Comment fait-on pour revoir des systèmes de logistique sur un territoire alors qu'on n'a plus de foncier? Et que le foncier que l'on a, on souhaite le garder pour les activités qui sont les plus, comment dirais-je, les plus techniquement nécessaires au noyau, en quelque sorte, donc, de la construction de l'avion. Donc tous ces problèmes-là, y compris le fait que si vous voulez donc mener des expériences qui sont aussi importantes pour une métropole, qui a aussi des espaces verts, qui a des problèmes d'habitat, qui a des problèmes de toutes sortes, eh bien, il faut que les métropoles puissent coopérer avec des territoires avec des densités moindres, qui sont directement impactés par leur développement. Et on sait que, si je prends l'exemple de Toulouse, c'est une métropole qui se développe à raison de 10 000 habitants de plus par an, et qui va donc continuer à créer pour l'instant 15 000 emplois par an. Donc on ne peut pas imaginer que ces métropoles, dont il faut que nous encouragions le développement, puisqu'elles ont affaire à une compétition internationale, et il faut qu'elles soient évidemment très solides pour résister à cette compétition, il faut qu'elles puissent avoir une assise la plus large possible pour avoir tous les atouts nécessaires qui lui permettent d'être dans cette compétition dans les meilleures conditions. Je prends un dernier point, les problèmes de mobilité. Ce sont des problèmes qu'il faut que nous voyons ensemble. Aujourd'hui, les grandes métropoles essaient d'éviter que nous soyons à saturation, que nous ayons des problèmes de pollution. Donc il faut élargir, par exemple,
le projet d'infrastructure, c'est le cas. Aujourd'hui, une 3e ligne de métro va être construite sur la métropole de Toulouse. Elle va largement prendre en charge des territoires qui sont situés à 20 ou 30 km de Toulouse, parce qu'on sait très bien que de toute façon, il faudra éviter que les gens prennent leur voiture pour aller au centre de Toulouse. Il faudra faciliter l'accès à ces pôles à travers. Merci pour ces exemples, Raymond Weil. Pendant que vous avez le micro, c'est un peu pour passer du coq à l'âne, mais comme il y a un système, vous savez, par SMS, où on peut poser ces questions, il y a une question qui rejoint l'introduction que vous avez faite tout à l'heure quand vous avez ouvert ces rencontres. La question, elle vient du directeur du PETR Ried Estuaire, qui nous dit: est-ce qu'on a fait le compte des pays qui disparaîtront en 2017 suite au SDCI, donc au nouveau schéma départementaux, a priori par exemple 100% dans l'heure. Est-ce que ça, vous savez combien finalement vont disparaître? Mais non, c'est très difficile, puisque la loi NOTRe, au fur et à mesure qu'elle s'applique, oblige à des fusions ou favoriser les fusions, on prendra ce qu'on voudra, et donc par conséquent, effectivement, sur les 15 dernières années, on a des pays dont les configurations sont très, très différentes. On peut avoir des pays qui sont structurés autour d'une intercommunalité ou de deux, et puis des pays qui sont avec 5, 6 ou 10 intercommunalités. Pour l'instant, dans la loi, je voudrais revenir 2 minutes sur ce problème de la loi, parce que ça me tient à cœur. Il faut quand même savoir que, de toute façon, quand la loi m'arrive, il n'y a rien de prévu dans cette loi. Quand elle arrive au Sénat, il n'y a rien de prévu. En dehors de la création de la métropole et en dehors de la création donc de l'agglomération dans une coopération de pôles métropolitains, entre les métropoles et les agglomérations, il n'y avait rien. Et donc, c'est vrai que les sénateurs ont considéré que, représentants des territoires, y compris ruraux, il fallait absolument tenir compte de ce qui se passait dans cette mosaïque d'intercommunalités, de différences, qui ne pouvaient pas, évidemment, s'organiser aussi rapidement pour arriver à des tailles qui lui permettent de contractualiser. Donc, on a créé le PETR, comme ça a été souligné tout à l'heure, pour qu'on ait une dimension de territoire, un nombre d'habitants, une capacité de pouvoir contractualiser, et surtout parce que, bien entendu, les intercommunalités n'ont pas toutes les compétences, et dont les PETR et les pays sont des formidables territoires de solidarité. Ils permettent, parce qu'on leur en confie la mission, de pouvoir porter, grâce à leur capacité d'engineering, tous les sujets, tous les problèmes des communes et des communautés de communes quand elles en font la délégation. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée... Combien on en perd, on ne sait pas. On ne sait pas. De toute façon, il y a aussi le fait qu'en 2010, les pays, ça a été souligné, ont reçu un coup d'arrêt assez terrible. Donc à partir de là, ça a été un petit peu décourageant. Ensuite, on a aussi le fait qu'un grand nombre était sur le statut juridique associatif et que ce statut n'était pas adapté. Par exemple, on avait un problème quand on était dans un problème de leader. Bien, les fonds que pouvaient apporter par cotisation des pays sous statut associatif n'étaient pas considérés comme des fonds publics. Donc il a fallu transformer les statuts juridiques de ces premiers pays, et à l'occasion de la transformation, certains se sont agrandis, ont disparu, et c'est vrai que le fait d'obliger, ou en tout cas d'aller vers des intercommunalités de plus de 15 000 habitants, a fait que dans certains cas, eh bien, ces intercommunalités sont assez fortes pour se passer peut-être d'une initiative du pays, mais pas suffisamment pour aller contractualiser, par exemple, dans un contrat de réciprocité. Tout à l'heure, je l'ai dit dans mon discours d'introduction, quand vous êtes dans un territoire qui est maillé avec une métropole et des agglomérations qui sont au-delà de 50 000 et 100 000 habitants, il faut que nous sachions, dans les territoires périurbains et les territoires ruraux, il faut que nous sachions nous réunir pour que nous représentions un espace de projet constitué de bassins d'emploi, c'est très important, mais capable de porter un projet qui soit équivalent à celui qu'une métropole portera, de telle manière à ce qu'une agglomération portera, de telle manière que la métropole qui veut traiter avec un territoire qui lui est proche ait en face d'elle un projet. Merci. Raymond Weil, je vais vous laisser passer Enfin, il y en a un qui est ici, ça va être parfait. Jean-Pierre Saunier, vous êtes donc conseiller départemental du Cher, donc là, au département, dont on a finalement assez peu parlé pour l'instant, puisqu'on sait qu'il y a effectivement un rapport de proximité entre régions et pays. C'est assez variable selon les départements. Parfois, il y en a aussi qui sont directement impliqués. Vous êtes membre de l'Association nationale Nouvelle Ruralité, qui a un peu plus d'1 an et 1 mois, vous me disiez, donc c'est encore un bébé, si je puis me permettre. Pourquoi Nouvelle Ruralité? C'est quoi l'idée? Est-ce qu'il y avait besoin de cette structure et avec quelle finalité? Comment c'est né? En 3 points rapides. En 3 points rapides, les Nouvelles Ruralités sont nées
des échanges entre 4 départements de 4 régions différentes, ce qui était intéressant, l'Allier, la Creuse, le Cher et la Nièvre. Et ces 4 départements regardaient ensemble comment développer, comment échanger sur les problématiques qui pouvaient se poser, qui étaient différentes, quoique. Et ces 4 départements ont privilégié 4 thèmes pilotés par chacun des départements. Le tourisme, qui était une dimension importante pour les territoires ruraux. Les petites et moyennes industries, c'était piloté par l'Allier, qui avait et devait faire une transition entre, notamment dans le cadre du département du Cher, des PMI qui étaient en lien direct avec les industries d'armement notamment, et qui devaient faire une mutation importante pour aller vers l'aéronautique, le nucléaire, le spatial, l'automobile ou autre, la pétrochimie. Et puis, la Creuse, elle, a piloté la partie innovation sociale. C'est une dimension importante, notamment au niveau des départements, puisqu'ils ont, ça a été renforcé par les derniers textes, les compétences sociales et territoriales. Et le Cher avait pris le pilotage de la partie enseignement supérieur et recherche. Et donc, on a échangé sur ces différents points. On est passé à un deuxième stade quand on a parlé de la suppression des départements. Je vais sortir un mot qui fâche. Ça nous a fâchés. Ça a fâché un certain nombre de départements. Ça a fâché 40 départements qui ont rejoint les 10 mousquetaires qui étaient là au départ et qui ont engagé une démarche face aux métropoles, face au Grand Paris, peut-être les territoires ruraux qui représentent plus de la moitié du territoire national, ça a été dit, je crois, tout à l'heure par le président, qui représentent plus de la moitié de la population. Ces territoires ruraux ont leurs propres richesses, leurs ressources, ont leurs talents, et il faut que ces talents, ces richesses, ces ressources soient prises en compte. Donc les missions, c'est quoi votre ambition Alors l'ambition, ça a été, de faire des propositions au niveau institutionnel. Nous avons obtenu le ministère de la Ruralité. Nous avons obtenu les comités interministériels pour l'aménagement du territoire. Nous avons obtenu le fait que soient prises en compte un certain nombre de nos propositions qui sont reprises et qui sont développées par l'Association des Nouvelles Ruralités, qui a 1 an et 1 mois. Et si au départ la démarche a été initiée par les départements, notre volonté aujourd'hui et demain, c'est d'y associer, le président Rousset le disait tout à l'heure, les partenaires socio-économiques, y associer le monde universitaire, les experts, les médias, le monde associatif. Et on est donc dans une démarche beaucoup plus large dans laquelle nous ont rejoint diverses associations. Et alors, les pays, vous les voyez comment, à la fois au sein de cette association, et puis après, on va venir un peu à l'échelon départemental, puisque vous êtes aussi conseiller départemental. Et ancien président. Et ancien président, en plus, du département du Cher. Donc, quelle place vous faites au pays? Comment vous les regardez? Est-ce que, justement, c'est un peu, voilà, c'est les alliés de la région, mais vous là-dedans alors, à la fois l'association, et puis vous, avec votre casquette de conseiller départemental. On a eu la chance que, finalement, la région centre ne bouge pas. Dans tous les sens du terme, il y a un conseiller régional qui est en face de moi, du Cher, que je salue. Donc les périmètres n'ont pas changé, vous n'avez pas été concerné par les fusions. Alors, il y a eu des évolutions au niveau des compétences, et je crois que les 2 compétences majeures, et celle qui nous préoccupe et qu'a évoqué tout à l'heure assez largement le président Rousset, c'est la compétence économique. Et là, on fait le lien avec les pays. Alors, il n'y a pas que l'économique dans les pays, mais il y a une dimension économique importante. En direction des entreprises, mais sur la thématique du tourisme ou d'autres secteurs. Donc, pour nous, les pays sont restés cet espace et demeurent cet espace de projet pour l'avenir, PETR maintenant, dont il faut revisiter, bien évidemment, peut-être les modalités de fonctionnement, parce qu'il y avait un décalage, et ça a été dit à l'instant, entre les compétences des intercommunalités et les pays. On n'est pas sur le même périmètre, on n'est pas dans la même logique. La diversité, la disparité des compétences entre les intercommunalités empêche, au moins pour le moment, d'avoir un pays qui recouvre la même géographie, ça se fera probablement demain, que plusieurs intercommunalités.
Merci. Alors, c'est pas, en même temps, je lis les questions qui arrivent pour qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel. Je vous laisse repasser le micro à votre voisin, Monsieur Kerrouche. Comment vous réagissez sur ce qui est dit et sur ce que vient de dire votre voisin sur justement le décalage qu'il pouvait y avoir effectivement? Comment, s'il fallait faire quelque chose d'un peu pédagogique, comment vous verriez les choses? Déjà, est-ce que, et ça rejoint la question qui est posée en ce moment, est-ce que finalement c'est imaginable d'avoir une sorte d'harmonisation nationale sur voilà, les EPCI, c'est ça, les pays, ça a telle mission, les départements, ça y est, c'est calé, c'est ça, la région, c'est ça, ou est-ce qu'on aura des choses très, très, très différentes d'un endroit à l'autre? Alors, je m'adresse à vous à tous les titres, hein, à la fois comme conseiller régional, à la fois comme professeur à sciences politiques. Enfin bon, vous avez un peu toutes les casquettes, donc c'est assez. Et puis à la DCF, donc vous avez bénéficié de cette question. Parce que, par exemple, on me met que penser de la volonté de la région Auvergne-Rhône-Alpes de supprimer les pays? Donc, on voit bien qu'effectivement, d'un territoire à l'autre, ça ne semble pas aller dans le même sens que ce que disait M. Rousset tout à l'heure. Donc, vous, quelle vision vous avez de ça? Ça sera très différent maintenant d'un endroit à l'autre? D'abord, la logique de la décentralisation, ça ne veut pas dire qu'il y a une situation homogène sur l'ensemble du territoire. Ça n'a jamais été le cas. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Du point de vue des compétences, celles-ci ont tendance quand même à s'éclaircir dans le temps. On a arrêté la samba avec la clause générale de compétences. Une fois je l'ai, une fois je l'ai pas. Maintenant, les régions et les départements ne l'ont plus, et ça va dans le sens de ce qui était prévu en 1982. Bon, voilà, ça c'est une certitude. Il reste toujours des domaines partagés, qui sont des domaines comme la culture, le sport, voire le tourisme, qui permettent toujours de la promotion. Mais qu'il y ait une spécialisation de la région sur l'économie depuis les circonscriptions, depuis l'écart, depuis l'origine de la région, il y a toujours eu une connotation économique à l'activité régionale et toujours eu une connotation de solidarité au département qui a fait de l'économie parce qu'il n'y avait pas de... Parce qu'avant, on va dire les années 60, il n'y avait pas d'autres structures. C'est aussi simple que ça. Mais dans tous les pays européens, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'avoir une structure qu'on appelle de mésogouvernement entre deux, qui est un appui territorial assez large pour pouvoir faire du développement économique de façon globale sur un territoire qui soit assez important. Ce qui se passe également, c'est que depuis, on va dire... la dernière réforme, c'est vrai, les intercommunalités n'ont pas les mêmes compétences, notamment parce que à l'intérieur de ces compétences, eh bien, pour partie, on peut définir un intérêt communautaire, mais il n'en demeure pas moins que le législateur, et c'est un euphémisme, pousse les intercommunalités à prendre toujours plus de compétences, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, hein, parce qu'il y a aussi des compétences qui sont subies. Il y en a quelques-unes qui vont nous tomber sur le coin du nez. Pour être poli, comme GEMAPI, c'est pas forcément, on n'est pas tous dans la réjouissance, hein. Néanmoins, il y a cette montée en puissance. Mais cette montée en puissance ne couvre pas, et ça a été dit par mes prédécesseurs, ne couvre pas l'ensemble du spectre d'intervention territoriale. Et donc, en effet, il y a une place pour des structures qui soient souples, qui permettent de faire des choses ensemble, sachant qu'encore une fois, on est éventuellement là avec le concours des fonds européens dans l'intercommunautaire, et donc on est vers quelque chose qui donne une plus-value au territoire. Le problème, c'est quand même, mais c'est, j'imagine, le sens de l'humour du législateur, c'est que on nous dit il faut tuer les syndicats c'est vrai qu'on en avait trop. On avait 36 000 communes et 18 000 structures de coopération en termes de syndicats. C'était beaucoup trop il y a 10 ans. Donc, il fallait... Mais pour autant, dans le même temps, c'est le législateur qui recrée des syndicats mixtes pour les pôles métropolitains, pour les PETR, pour bientôt les EPAGE pour la loi. Donc, on rajoute quand même de la complexité. Et franchement... Alors, notez la remarque qui a été faite. On n'est pas d'accord, mais on lui passera le micro après. Je trouve que le législateur rajoute de la complexité en disant qu'il faut obligatoirement, par la structure notamment du GIP, je pense que notez le problème qui a été annoncé des difficultés pour les fonds européens.
peut imaginer que des structures de coopération comme les pays n'étaient pas forcés de trouver, d'imposer la structure du GIP Merci comme pour ce point de formule vue. obligatoire. Raymond Vall semblait ne pas du tout être d'accord avec votre propos. On va lui laisser la parole. Puis je voudrais bien un mot sur Ronald Pauvergne, qui est une des préoccupations de personnes ici dans cette salle. Non, je ne suis pas d'accord sur une partie des propos. Effectivement, c'est ce gros problème de considérer que parce qu'on avait créé les pays ou les PETR, on avait rajouté une couche, le fameux millefeuille. Moi, je m'insurge contre ça, parce qu'en fait, un pays ou un PETR, c'est ni plus ni moins qu'une fédération de communautés de communes. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que les territoires français n'est pas homogène. Je pense que vous parliez d'obligations juridiques, de nouveaux cadres juridiques. Que de l'aspect juridique, il ne parlait pas de... D'accord, parce que au contraire, je pense que dans le transfert des compétences qui aujourd'hui s'accélère, je prends une compétence comme l'urbanisme. C'est sûr que de toute façon, sur un territoire rural ou périurbain, si vous devez recruter des gens compétents pour traiter les problèmes d'urbanisme, et si vous les recrutez chaque fois que vous avez une intercommunauté de 10 000 personnes, sur un territoire comme un pays, vous pouvez avoir 4 ou 5 recrutements qui vont charger le fonctionnement de ces territoires. Le fait de pouvoir mutualiser ce qui est un rôle très important des PETR, ça permet de se mettre dans une forme de coopérative de recrutement pour partager le coût de nouvelles compétences, cela a été dit, qui va être difficile à supporter pour les territoires à faible potentiel fiscal. Donc, moi, je considère qu'au contraire, les pays et les PETR sont des outils souples qui sont capables de permettre de faire ensemble ce qu'on peut faire tout seul, c'est la formule simple, et qui, évidemment, s'adaptent au fur et à mesure que, à l'intérieur de leur territoire, ou même à l'extérieur, la carte de l'intercommunauté évolue. Oui, alors donc Ronald Pauvergne, vous n'y venez pas beaucoup, et en même temps, du coup, dans ça la me salle, donne on s'affole en disant ça me donne les l'occasion. Hauts-de-France souhaitent supprimer les pays, PACA aussi, les pays Ça me sont donne l'occasion supprimés. de dire publiquement que j'ai écrit au président, qui n'a pas eu la politesse de me répondre, pour lui demander un rendez-vous, pour qu'effectivement, on essaie de savoir ce qui se passe et pourquoi cette décision brutale. Et d'ailleurs, un certain nombre de représentants de ce territoire nous ont évidemment écrit et mandaté pour essayer de savoir ce qui se passe. Mais on n'a pas de réponse. Et je regrette, comme je l'ai dit dans le discours d'introduction, une décision unilatérale qui est, à mon avis, une forme d'insulte à la démocratie participative. Merci. Il y a d'autres questions et d'autres mouvements d'humeur dans la salle. Je préfère que de temps en temps, on en prenne en direct. Quand même, c'est agréable de vous laisser les micros circuler. On a un petit peu de temps pour ça, puisque vous avez été concis et efficaces, messieurs. Je vous en remercie. Donc, si les 2 micros sont à votre disposition, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou si c'est moi qui me promène en même temps. Dégourdir les jambes. En tout cas, si vous souhaitez... Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Si vous souhaitez poser votre question ou réagir en direct, c'est le moment. N'oublions pas de vous présenter. Il y a monsieur là-haut, je vais y aller. Oui, c'est bon, mais Merci. Ça marche, ça y est, c'est bon. Patrick Salès, je viens de Charente-Maritime et je suis spécialiste des politiques territoriales européennes. Une question sur le rôle de ces pôles dont nous parlons depuis tout à l'heure. Il y a un défi aujourd'hui crucial pour tout aménageur rural ou urbain, on le sait, c'est la question de la dévitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. C'est un problème qui trouve des solutions d'aménagement urbain interne. C'est également un problème qui trouve des solutions à des plus larges échelles, dites englobantes. Est-ce que vous considérez que ces pôles, qui sont justement de plus en plus liés au périmètre des bassins d'emploi, sont une bonne échelle pour traiter de ces questions-là? Et est-ce que ça fait partie des thématiques d'importance pour les pôles aujourd'hui? Merci. Ça fera partie des questions sur lesquelles on reviendra dans les tables rondes d'ailleurs de demain. Les 2 tables rondes en plénière, on aura aussi ces aspects-là sur les thématiques et typiquement sur cette question-là, donc vous n'hésiterez pas aussi à revenir, ou moi de revenir sur votre question. Ici, sur un thème comme ça, est-ce que c'est un échelon pertinent qui souhaite répondre, le pays, pour traiter des questions de bourg? Oui, monsieur Kerrouche, ou je sais pas, hein. Vous battez pas. Après, c'est une question de compétence. Je vous rappelle que la politique locale du commerce est en fait dévolue désormais aux intercommunalités et qu'on a 2 ans pour définir l'intérêt communautaire. Donc là, il va y avoir un problème d'articulation. Ceci étant,
ce que vous dites et ce dont vous parlez est plus large, parce que ça concerne l'ensemble, ça peut concerner l'ensemble d'un territoire. Et là aussi, il est peut-être intéressant de discuter pour pouvoir trouver des solutions communes. En mettant simplement les pieds dans le plat, je vais vous prendre un exemple qui est celui de l'urbanisme commercial. À force de vouloir chacun attirer dans son intercommunalité un maximum de structures commerciales, ça finit par nuire à tout le monde collectivement. Et que donc des réflexions globales d'aménagement seraient les bienvenues en la matière. Mais il va y avoir un vrai problème de compétence, puisque en effet, celle-ci, pour le coup, elle est adjacente à la compétence économique et elle est dévolue à l'intercommunalité. Merci, Monsieur Saunier. Oui, je vous en prie. Oui, juste un mot par rapport à l'appel à projet qui avait été lancé au niveau national sur les politiques de centre-bourg. Nous avons, au niveau du département, déposé 3 projets. Un seul a été retenu, mais le rôle du département a été d'apporter l'ingénierie pour monter ce projet, en donner sa pertinence et faire le montage financier qui va avec. Et je crois que, donc, là, il faut s'adresser au niveau de collectivité. On a travaillé avec l'intercommunalité, hein, mais il faut s'adresser au niveau de la structure qui répond le mieux, je crois, à ce moment-là. Monsieur Van der Broek. Oui, un mot ou deux. Le problème que vous évoquez est un problème que l'on retrouve partout, que l'on retrouve à la fois dans les petits territoires, pardonnez-moi le terme petit, dans les territoires ruraux, que l'on retrouve aussi dans les agglomérations. Moi, je suis président d'une agglomération qui est l'agglomération de Limoges. Et le centre-ville de Limoges, je ne suis pas maire de Limoges, mais le centre-ville de Limoges souffre d'une véritable dévitalisation extrêmement importante et extrêmement rapide en termes de commerce. Ça veut dire qu'effectivement, nos modes de vie, nos modes d'achat, nos modes de comportement, les achats par Internet, les constructions en périphérie des grandes villes, etc., l'omniprésence de la voiture et du coffre que l'on remplit dans les parkings des supermarchés, tout ça a entraîné, effectivement, par rapport au centre-ville, partout en France, quelle que soit la couleur politique des élus. On ne peut pas leur en vouloir, c'est la même chose partout. Une dévitalisation des centres-villes est d'autant plus dramatique qu'on est dans des collectivités plus petites, ou en tout cas démographiquement moins densifiées. Ça veut dire qu'effectivement, on a sur ce sujet-là un problème, une réflexion qui dépasse largement le cadre du débat dans lequel on est ce matin. Mais il n'empêche que, là encore, dans la politique contractuelle de la nouvelle région Aquitaine, ou plutôt de la région Nouvelle-Aquitaine que j'évoquais tout à l'heure, le président Rousset souhaite qu'une réflexion toute particulière soit portée sur ce sujet-là, sur les territoires qui sont le plus en déprise, sur les territoires qui aujourd'hui connaissent le plus de difficultés, parce qu'effectivement, il y a une véritable urgence, qui est une urgence à la fois économique, évidemment, mais qui est également une urgence sociale. Alors, l'économie est au cœur des préoccupations de la région, donc il est important qu'on y réponde. On ne pourra pas répondre partout dans ce domaine-là, mais on souhaite effectivement pouvoir faire en sorte que sur les territoires qui auraient un véritable projet de revitalisation, notamment des bourgs-centres, notamment des petites villes d'équilibre, parce qu'encore une fois, pardonnez-moi une digression, la métropole, la politique d'aménagement du territoire, c'est d'abord de la volonté politique. Le laisser-faire en ce domaine, c'est Bordeaux qui avale tout. Bordeaux qui détruira Bayonne, qui absorbera le développement économique de Bayonne, de Limoges, de Poitiers, etc. Je cite là les autres grandes villes. Mais c'est la même chose si on prend les autres grandes villes. Si on laisse faire ce qui se passe sur Limoges, Bayonne, etc., Poitiers et d'autres, c'est le territoire rural autour qui va en pâtir. Donc il faut que l'on ait une volonté politique forte de discriminer les territoires en aidant davantage les territoires qui en ont besoin. Dans le domaine que vous évoquez, il faut que les territoires aient un véritable projet de développement. C'est facile à dire, ça n'est pas facile à mettre en place, parce que là encore, ce n'est pas parce qu'on va incanter sur le thème « réinstallons des commerces » que les commerces se réinstalleront. C'est évidemment pas comme cela que les choses se passeront. Il faut qu'il y ait des accompagnements nombreux. Mais en tout cas, c'est bien là l'ardente obligation qui est la devise de la DATAR d'avant, l'ardente obligation qui est la nôtre aujourd'hui, lutter contre la déprise économique de nos territoires, et ça passe évidemment par le problème que vous évoquez et par la recherche de solutions. Merci. Beaucoup d'autres volontés de prise de parole dans la salle. Il y a monsieur là-bas, si on peut mettre un micro. Je parlais tout à l'heure du Centre Ouest-Bretagne. Je sais que ça fait l'objet d'un atelier, mais sur les contrats de réciprocité, s'ils veulent dire un mot pour illustrer, puisqu'ils viennent de signer, ça peut être aussi le moment là dans cette séance plénière. Il y a une question qui s'est affichée derrière vous, messieurs, qui était, on a finalement peu parlé des conseils de développement comme outil de démocratie dans un pays. C'est quand même
une vraie spécificité de ces pays. Qui souhaite en parler à la tribune sur les conseils de développement comme outil de démocratie? La question est formulée comme ça par Max Barbier derrière. Je n'ai pas beaucoup entendu. Qui souhaite, Monsieur Vann, là, en attendant? Je suis le plus mal placé pour en parler, puisque en fait c'est la définition même de la loi, puisque les PETR doivent avoir des conseils de développement. Donc c'est la poursuite de cette culture qui était déjà celle des pays. Et donc c'est vrai que, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est aussi une manière d'essayer de faire participer les citoyennes, toutes les forces vives, comme on dit, d'un territoire, à l'élaboration de leur projet de vie. C'est quand même incroyable qu'on puisse être choqué par l'idée du fait qu'il faille faire vivre à côté du syndicat ou de la structure qui est celle qui porte un pays, un PETA, de faire vivre un conseil de développement qui est en quelque sorte, si on comparait, c'est ce qui se passe dans les régions. Les régions, elles ont bien une assemblée et puis elles ont le CESR à côté qui consulte. Pourquoi se priver de la richesse? Pourquoi se priver de la diversité? Pourquoi se priver du fait que des citoyennes et citoyennes bénévolement veuillent participer à l'élaboration d'un projet dont l'élu reste le décideur? Merci, Monsieur Kerrouche. Ça s'essaime là dans l'Assemblée dans les différentes communautés de communes, communautés d'agglos, ça s'essaime ces démarches de conseil de développement maintenant, et est-ce que ça prend forme? Et puis on aura aussi, j'en profite pour le dire, le représentant de l'Assemblée des Césaires de France qui sera demain ici à votre place. Ouais. Honnêtement, dans l'initiative, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, ça dépend du fonctionnement. Et les fonctionnements varient éminemment sur les territoires. Il y a des structures de participation qui sont bien implantées et qui ont un fonctionnement routinisé au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une vraie implantation, ça fait de la co-construction. Et puis il y a des territoires de pays qui se sont essoufflés dans leur mode de participation. Il faut le dire aussi. Mais ça dépend. Là, j'allais dire que ça dépend aussi du périmètre qui est porté par le pays. Enfin, dans un pays que je connais, c'était essentiellement les fonds, l'interfaçage pour les fonds européens. C'est sûr que là, le projet de territoire, il apparaît un peu limité et la participation est moins importante. Ceci étant, ce problème de la participation va se poser de manière encore plus importante à partir de l'année prochaine au niveau intercommunal comme des pays, tout simplement parce que l'extension des périmètres, c'est une gageure en tant que telle pour le fonctionnement démocratique. Parce que ces extensions, parfois on atteint les limites du pensable en termes démocratiques. Donc ça va être le gros problème des années à venir. Ça va être d'autant plus difficile. Je pense que ça va pas. Je vais vous le dire différemment. Je pense que ça va pas se simplifier, oui. Merci pour ces jolies métaphores. Dans la salle, je vais en prendre peut-être 2-3 de suite s'il y en a beaucoup. Merci. Vous souhaitiez intervenir d'un mot? Non, simplement un mot. Je crois qu'il faut regarder le Conseil de développement, à quel niveau il faut le mettre. Est-ce qu'il faut le mettre au niveau d'un pays? Est-ce qu'il faut le mettre au niveau départemental? Il y a celui régional qui fonctionne, parce que sinon on retrouve toujours les mêmes personnes. J'ai participé à la politique d'un pays, celui de Bourges, le pays de Bourges, qui regroupe 5 intercommunalités. Et on retrouvait les mêmes interlocuteurs, par exemple les organismes consulaires, c'est logique. On retrouvait les mêmes interlocuteurs, et le problème est de savoir à quel niveau on situe ces conseils de développement. Pourquoi pas au niveau départemental? La deuxième remarque, c'est par rapport à les politiques des centres-bourgs. Je crois que c'est important, on peut accompagner, mais il faut que sur place, les élus se prennent totalement en main. Il faut que ça fonctionne de manière absolue dans les deux sens. Nous avons obtenu une politique de centre-bourg, nous, à Châteaumeillan, pour être très précis, et les financements d'État qui vont avec. Il y avait une vraie volonté locale du maire, du conseil municipal et des forces vives, ça a été évoqué tout à l'heure, qui ont bien voulu l'accompagner. Merci, il nous reste 20-25 minutes. Je vais en prendre 2 ou 3 dans la salle s'il y en a plusieurs. Merci. Oui, bonjour, Dominique Adnaud, je suis le président du pays du Grand Clermont, 420 000 habitants, 108 communes. Un pays original en ce sens qu'il regroupe à la fois une partie très métropolisée, avec une communauté urbaine autour de Clermont-Ferrand,
et des territoires très ruraux, hein, le tout faisant 9 intercommunalités. Je voudrais revenir et remercier le président Val pour son soutien dans les difficultés que nous avons avec la nouvelle politique régionale. Il est vrai que nous avons appris par la presse que M. Wauquiez ne souhaitait plus contractualiser au niveau des pays. Je dis par la presse parce qu'aucun des pays de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a été officiellement informé de ce changement de politique. Mais il va avoir une difficulté. La première, c'est qu'un contrat est un contrat. Je suis avocat et je pourrais lui dire que quand on sort unilatéralement d'un contrat, on s'expose effectivement à une responsabilité contractuelle et que nous n'allons pas évidemment nous laisser faire. Mais il y a une deuxième raison encore plus importante. Encore faudrait-il que les membres du pays du Grand Clermont soient d'accord pour ne plus travailler ensemble. Et ça, c'est pas gagné. Il se trouve que notre pays, en plus, est conforme à un schéma de cohérence territoriale. Le pays du Grand Clermont, c'est le SCOT du Grand Clermont. Ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble. Ça fait 10 ans que nous montons des projets ensemble. Est-ce que vous croyez que du jour au lendemain, ces habitudes de travail, cette confiance réciproque qui s'est installée, va être réduite à néant par une volonté régionale? Et vous pouvez vous en passer de la région? Certainement pas, j'y reviendrai. Certainement pas. Relativement court, merci. Deuxième chose que je voulais dire. Pour quelle raison, finalement, nous dit-on que les pays seraient devenus politiquement incorrects au niveau de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes? On nous dit, mais parce que vous gaspillez de l'argent public avec des frais de fonctionnement qui sont inutiles. Alors, je voudrais vous donner quelques chiffres. Un seul. Le coût de fonctionnement du pays du Grand Clermont rapporté aux subventions, aux crédits, aux appels à projets auxquels il a répondu, c'est-à-dire à tout cet argent qui se déverse sur le territoire, les coûts de fonctionnement rapportés à ces budgets, mes chers collègues, c'est 2%. Je ne sais pas faire moins. Donc il s'agit tout simplement d'un procès en sorcellerie qui ne tient pas compte de la réalité des territoires. Alors vous me dites, madame, est-ce que vous pouvez faire sans la région? Est-ce qu'on peut faire sans la région? Bien sûr que non, puisque la région est le véhicule principal, notamment pour obtenir des crédits européens. Donc nous allons nous battre, et notamment, il y a, vous savez, en France, on est plein d'imagination. Et donc, nous fermons, la porte est fermée, mais on passera par la fenêtre. Parce que le président de la région dit finalement, moi j'aimerais travailler avec des intercommunalités en direct, voire des communes. J'ai entendu parler, tout à l'heure le président Rousset évoquait la notion de clientélisme. Moi je pense que quand on fait des politiques régionales au niveau communal, le clientélisme n'est pas loin. Mais si effectivement l'interlocuteur dorénavant est l'EPCI, rien n'interdit à plusieurs EPCI de se réunir et de présenter un projet commun, et c'est ce que nous allons faire. Merci pour ce témoignage. Vous pourrez bien sûr, pendant les interstices, ce soir et tout, vous réunir, voilà, associer vos forces, tout ça. On enchaîne avec une autre, soit réaction, soit question, bien sûr. Oui. Alors, Daniel Caillerac, président du pays COB, Centre-Ouest Bretagne. Donc, il a été évoqué les contrats de réciprocité. Et leur évolution est problématique, d'après ce que j'ai pu entendre. De notre côté, c'est l'inverse. Ça a été plutôt facile, voire très facile. Donc, pour situer le contrat, c'est donc entre une zone rurale qui est la nôtre, 100 000 habitants pour 98 communes, et Brest qui est, il faut le remarquer, une petite métropole puisque c'est 200 000 habitants. Donc le dialogue a été relativement facile, à notre grande surprise, et c'est déjà un des premiers résultats, hein, ce dialogue facilité entre nous. Et comment vont se traduire oui, concrètement, ça va être quoi la réciprocité? Ne serait-ce que par exemple au niveau de la santé, entre le centre hospitalier de la métropole et sa faculté, c'est une façon d'irriguer aussi tout le territoire, notamment les petits hôpitaux locaux,
les maisons de santé et aussi favoriser peut-être, et ça c'est ce qu'on imagine dans un temps assez proche, la démographie médicale. Il y a d'autres sujets sur lesquels vous travaillez? Pourquoi pas, puisque nous sommes une zone agricole, pourquoi pas, au travers de la filière courte, alimenter la métropole par des cuisines centrales, etc. Et donc ça, c'est concrètement des choses qui vont se poser dans les temps à venir. C'est aussi, puisque nous sommes territoires, les deux territoires à énergie positive, ce sont des échanges sur la façon de faire. Et c'est également, en plus, sur la culture, sur la jeunesse, c'est des sujets que l'on commence à travailler. Donc c'est d'abord un cadre d'échange. Et c'est ça qui est important. Et c'est un cadre d'échange, et là je vais rejoindre M. Saunier, qui va sans doute se retrouver là. Nos pays, le pays centre-ouest, est un pays rural, mais nos voisins également sont des pays ruraux. Et sans doute une des premières conséquences, ça va être d'engager un dialogue entre pays ruraux pour qu'au niveau régional, cette troisième zone rurale, on va dire, monte son projet. Merci pour ce témoignage. Je rappelle que votre contrat de réciprocité vient d'être signé, je crois que c'est la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Voilà. Merci. D'autres, soit réactions, soit questions, préoccupations Non. Est-ce qu'à la table ronde, vous voulez réagir sur l'un de ces deux points, par exemple, ou autre chose avant la fin de cette séquence qui vous paraît important? Deux remarques. Sur les partenariats, C'est, parce qu'on n'a pas évoqué la question politique, enfin elle est évoquée ici par un président tout à l'heure. Je crois que le pays peut être un régulateur par rapport à des choix politiques, des intercommunalités qui sont parfois en contradiction avec ce qui aurait été la cohérence d'un bassin de vie, la réalité d'un bassin de vie. Et donc le pays peut être quelque chose, un modérateur quelque part. La deuxième chose que je regrette, c'était que, vous me corrigez si je me trompe, la loi Pasqua prévoyait des pays qui transgressaient les frontières départementales. Et on avait eu à une époque une réflexion là-dessus, je pense au pôle... C'est le cas du Centre-Ouest Bretagne, par exemple. Je pense au pôle qui pouvait concerner la Nièvre, le Cher et le Loiret, autour de la thématique du vignoble et du Sancerrois et du tourisme dans le Sancerrois. Et là, on a eu des blocages. Alors, il y a des choses qui avaient été avancées en termes de projets. Les préfets ont... On a eu des blocages, je dirais administratifs pour faire neutre, parce qu'on n'était pas dans le même département, on n'était pas dans la même région. Voilà. C'était simplement ce témoignage que je voulais apporter. Il y en a qui sont passés en dehors des frontières départementales. Vous souhaitiez réagir sur l'un ou deux aspects des questions? Non, ni les uns ni les autres. Est-ce que, avant que vous ne vous dirigiez vers les ateliers, oui, monsieur, alors je ne sais pas où, un micro, merci beaucoup, au 4e rang, au milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore avant qu'on vous fasse, oui, 3 personnes, deux personnes. Et après, Jean-Luc Carpentier, président du GAL Seine-Normande. Alors, juste pour vous mettre en appétit sur l'un des ateliers qui va se dérouler de 16 à 18 heures, et au moins pour ne pas pénaliser ceux qui ne participeront pas à l'atelier, on n'a pas la prétention, je pense, d'accueillir toute l'Assemblée ici présente. Juste ce que je présenterai comme étant un défi. Seine-Normande, le GAL, donc, qui est bénéficiaire d'un programme Leader, s'est constitué en son temps, et j'ai à mes côtés l'animateur qui a préfiguré le dispositif, s'est constitué autour d'un parc naturel régional et de 2 pays. Chemin faisant, au 1er janvier 2017, les 2 pays explosent. Nous sommes dans l'heure. Soit dit en passant, cité tout à l'heure. Soit dit en passant, M. Vauquier n'est pas le seul, puisque le président de la région normande s'est déjà exprimé très clairement, d'ailleurs le jour de la signature de la conférence de presse de notre programme Leader, en disant clairement à ceux des élus locaux présents dans la salle qu'il contractualiserait avec les intercommunalités, point barre. Avec en termes d'efficacité, c'était clairement dit et assumé. Je veux dire, je suis membre de la société civile, je n'ai pas vocation à critiquer l'expression d'un élu. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en termes de défi, le GAL
se fixe comme objectif, effectivement, de se dire, coincés que nous sommes, enfin pas coincés justement, mais positionnés que nous sommes entre 3 pôles métropolitains et pas des moindres, Rouen métropole, 500 000 habitants, Le Havre, métropole économique, s'il en est une, en tout cas celle-là, et Caen. Donc nous posons cette ambition de dire, autour d'enjeux, donc je ne vais pas faire l'atelier avant 16 heures, nous nous posons comme étant peut-être ce territoire pertinent qui, issu d'une volonté de 2 pays et d'un parc, va de toute façon fonctionner à partir du 1er janvier 2017 avec un parc, ça c'est sûr, pas un président de région qui peut avoir autorité pour faire dissoudre un parc ou l'ignorer, et à la place de 2 pays, des intercos XXL. Donc je ne sais pas si vous ferez des états généraux des pôles territoriaux l'an prochain, mais je vous rendrai compte éventuellement de ce qui sera passé. Mais en tout cas, c'est le défi que nous nous donnons. Et à la clé de tout cela, sur ce que vous disiez, monsieur Saunier, je pense quand même qu'au point de départ, il y a d'abord une volonté d'hommes politiques de faire et de vouloir faire. ou de ne pas faire. Accessoirement. Merci, on va laisser le micro de l'autre côté. Et est-ce que c'est bon après pour vous dans la salle? Pas de frustration, tout va bien? Merci. Oui, bonjour, je suis Christian Demaillet, je suis président d'un conseil de développement du pays Nevers-Sud-Nivernais et je voudrais apporter le témoignage d'un conseil de développement qui fonctionne. Le président Raymond Val parlait de démocratie participative. Je crois que la vraie démocratie participative se situe au niveau des conseils de développement puisqu'elle réunit, les conseils de développement réunissent en leur sein la société civile en dehors de toute conjoncture politique. Donc en cela, elle est une véritable démocratie participative. Et nous, le témoignage que vous apportez, c'est que c'est le conseil de développement qui emploie l'ingénierie, qui emploie les personnes, les experts pour traiter et instruire les dossiers. Donc à ce titre, en tant que président, j'emploie 5 personnes et demie pour travailler sur les contrats leaders, sur un contrat local de santé, sur des travaux d'ingénierie qu'on fait au service des communautés de communes qui font partie de notre pays. Et donc on a un véritable fonctionnement qui est excellent et qui est, depuis le départ de la création du pays, qui a toujours fonctionné. Dans une année, les différentes commissions voient passer entre 200 et 300 personnes. Donc c'est un véritable succès et les conseils de développement peuvent vraiment être la cheville ouvrière de la mise en forme et la mise en œuvre des projets et des contrats. Et dernier témoignage par rapport au conseil de développement du pays Nevers-Sud-Nivernais, nous avons entrepris d'essayer de créer une destination touristique sur la Loire, l'autre Loire. Alors il y a certainement des amis des Loires des châteaux qui est là, mais bon, s'il s'agit de l'autre, celle qui commence à la source et qui arrive au château, de manière à ce qu'elle existe également. Et ça, on travaille là-dessus sur 3 régions différentes. Donc ça veut dire qu'on peut effectivement dépasser le clivage des régions administratives et pour cela porter des projets qui sont extrêmement enthousiasmants. Merci pour ce témoignage optimiste. Pour terminer cette table ronde, des exemples qui marchent, on pourra aller vous trouver pour ceux qui veulent voir plus avant comment vous avez fonctionné. Il y aura des espaces et des temps pour ça. À la tribune, est-ce qu'il y a un mot qui vous paraît important concernant les pays, leur avenir, les partenariats institutionnels à dire ou ça va de votre côté? C'est bon? Merci à tous les 4 pour cette table ronde introductive. Merci à vous dans la salle. Un petit mot avant que vous ne sortiez, pratique. Ce soir, il y a la remise des trophées de l'innovation au Conseil régional. Si vous n'avez pas vos badges autour du cou, vous ne rentrez pas. Donc surtout, alors vous pouvez, pendant le temps du transport en commun, si vous ne voulez pas qu'on vous voit avec vos badges, les cacher dans votre mallette, mais surtout prenez-les avec vous parce que ce sera votre clé d'entrée pour ne pas repasser par tous les systèmes de sécurité. Donc le rendez-vous est à 19h30 au plus tard, précise au Conseil régional pour ces trophées de l'innovation. Pour y aller, c'est en tram et vous avez le plan du tram dans vos mallettes participants. Voilà, il y a eu beaucoup de candidatures, 30 candidatures reçues pour ces trophées de l'innovation et la remise des prix a lieu juste avant le cocktail dînatoire qui terminera de façon à laisser un temps d'échange entre vous pour chacun. Je vous laisse rejoindre vos ateliers, tout est écrit sur vos badges. Bonne séance de travail et puis à demain matin en ce qui me concerne. Merci.